Bonsoir et bienvenue à tous. Depuis le 24 février dernier, Vladimir Poutine, le président de la Fédération de Russie, a lancé une opération militaire en Ukraine. Officiellement, il dit venir en aide aux leaders des régions séparatistes du Donbass, dont les populations pro-russes sont martyrisées par le pouvoir ukrainien. Pour les géostratèges, la Russie veut éviter l'endiguement, le containment, pour reprendre l'expression du président américain Harry Truman à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Cette agression a suscité une vague d'indignation à travers le monde. Si beaucoup d'Occidentaux condamnent cette invasion de l'Ukraine, évoquant une violation du droit international, d'autres, par contre, notamment en Asie, soutiennent que ceux qui condamnent cette invasion aujourd'hui, pour l'essentiel, sont ceux qui ont encouragé l'invasion de l'Irak ou de la Libye hier. Et sur le continent noir alors, quelle est la position des Africains? Quelle doit être la position des Africains? Quel est le regard de l'Afrique sur cette crise ukrainienne? Et en quoi ce conflit concerne véritablement l'Afrique, qui s'est très peu exprimé sur le sujet en dehors de quelques déclarations de l'Union africaine dénonçant la maltraitance des étudiants, notamment des Noirs africains aux frontières ukrainiennes. Faut-il redouter une troisième guerre mondiale? Jusqu'où Vladimir Poutine peut-il aller? Quels sont les scénarios envisageables pour cette crise en Ukraine? Toutes ces questions et bien d'autres constitueront la toile de fond de cette émission de 237 débats. Merci, madame, messieurs, de nous recevoir chez vous. Je suis plateau de 237 débats ce soir pour décrypter cette problématique. Professeur Emmanuel Tuncho, bonsoir. Bonsoir Duval. Et merci d'être là. Merci aussi pour l'invitation. C'est toujours un plaisir de venir partager avec vous, discuter avec les collègues amis de ce qui fait l'actualité aujourd'hui ou demain. Voilà, vous êtes historien. Merci également à vous d'être venu. Serge Kelbé, bonsoir. Bonsoir Duval, c'est toujours un plaisir d'être là et je voudrais faire un bonsoir spécial à, n'est-ce pas, nos chefs d'État africains qui ont démontré avec bravoure que l'Afrique reste un continent de non-aligné. Et je pense tout simplement que le fait que la résolution, n'est-ce pas, du Conseil de sécurité qui visait, n'est-ce pas, à demander à la Russie de ramener ses troupes à Moscou, qui n'a pas été votée parce que les pays africains se sont abstenus, n'est-ce pas, va porter ses fruits et on finira par trouver une solution diplomatique. J'espère que vous ne confondez pas avec les recommandations faites par l'Assemblée générale de l'ONU sur le même Pas sujet. du tout. Il y a eu un vote aujourd'hui où il y a 37 pays qui ont été neutres. Et de ces 37 pays, ça, 14 pays africains, je parle de la résolution, le vote d'aujourd'hui. C'était l'Assemblée générale. Oui. C'est pas le voilà. C'est pour ça que je dis bien l'Assemblée générale. Moi, je dis bien qu'il faut il faut pas confondre les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies et les recommandations que peut faire l'Assemblée générale des Nations Unies. Merci en tout cas, Serge-Henri, d'être venu sur ce plateau. Franck, ici, bonsoir. Bonsoir Duval, bonsoir à tous ceux et celles qui nous regardent et merci pour l'invitation. Vous êtes en politique, vous êtes secrétaire général du CBP, c'est le Cameroun's People Party. Merci également à vous d'être venu. Rework Kamkumo Timchou, bonsoir. Bonsoir Duval, bonsoir à nos companélistes, bonsoir à vos nombreux téléspectateurs, bonsoir à votre équipe technique. Voilà, vous êtes enseignant à la retraite et vous êtes très intéressé par les questions des relations internationales. Je commence avec vous, Grégoire Kamkumo. Vous avez suivi cette actualité qui défraie la chronique depuis pratiquement 2 semaines. Il faut rappeler que c'était le jeudi 24 février que le président Vladimir Poutine de Russie a lancé une opération militaire contre l'Ukraine. Et aujourd'hui, selon les dernières informations qui nous arrivent, c'est la ville de Kiev, la capitale de l'Ukraine, qui est sous le feu des bombardements. Pendant ce temps, il y a des sanctions qui sont prises par le monde occidental, on va dire de façon globale, et puis également ces réunions qui se tiennent au niveau de l'Organisation des Nations Unies. On a appris qu'il y a des positions qui ont été prises, ça et là, notamment au cours de l'Assemblée générale tenue sur ce sujet-là. Est-ce que vous avez le sentiment que les Africains prennent clairement position dans cette crise ukrainienne? Avant d'arriver à la position des Africains, il faut d'emblée dire que Poutine actuellement est en train de faire du Hitler sans Hitler, de Staline sans Staline, et à la limite du Tsar sans Tsar. Tout simplement parce qu'il a, dans ses ambitions et dans ses visions,
cette fougue de vouloir s'inscrire dans l'histoire de la Russie comme quelqu'un qui a pu apporter à la Russie une autre variante de son histoire. On verra si par la suite il aura raison ou pas. Mais de toute façon, il s'inscrit d'emblée sur une mauvaise ligne à partir du moment où il a opté de manière, je peux dire, imprudente, d'utiliser la voie de la guerre pour arriver à ses fins à caractère politique. Pour revenir à la position africaine, je dirais que jusqu'à présent, les Africains n'ont pas encore pris position. Et je souhaiterais que la crise ukrainienne, c'est-à-dire la guerre entre la Russie et l'Ukraine, puisse servir de leçon aux Africains. Si hier nous avons condamné l'invasion, enfin le bombardement et la destruction de la Libye par la France, ou bien l'intrusion de la France en Côte d'Ivoire, je pense que la logique est que nous ne devons pas accepter aussi que la Russie, aussi puissante soit-elle, pour quelque raison que ce soit, et puis entamer aussi une telle aventure, pour moi, malheureusement. Ça veut dire que vous ne comprenez pas le sentiment d'abstention, je veux dire quoi, la position d'abstention prise par certains Africains. Ceux-là, on les considère justement comme étant un peu plus prudents, puisqu'ils ne prennent pas clairement position. Vous estimez qu'on doit prendre clairement position contre la Russie sur le continent africain, c'est ça? Je voudrais tout simplement que les chefs d'État africains comprennent que lorsqu'il y a une situation qui, d'un moment, enfin, d'une manière ou d'une autre, peut les concerner, qu'ils aient le courage de prendre position, qu'ils ne soient pas toujours à la traîne pour des raisons plus ou moins inexpliquées. Et moi, je trouve cela normal, parce que nos chefs d'État ne sont pas des chefs d'État qui ont la posture de défendre le continent africain pour les Africains, dans la mesure où ces chefs d'État, comme j'ai toujours l'habitude de le répéter, sont beaucoup plus des marionnettes à la sorte de l'Occident que des chefs d'État à la défense des intérêts des Africains. Alors vous allez développer tout à l'heure. Franck, ici, est-ce que vous avez le sentiment que les chefs d'État africains, que l'Afrique a pris une position claire dans cette crise ukrainienne? Non. Je sais qu'il y a un communiqué signé par le président de la Commission de l'Union africaine et l'actuel président de l'Union africaine, Macky Sall, qui exprimait une forme de légère reprobation, appelait à ce que les partis reviennent à la table des négociations et suggérait même que l'ONU prenne ses responsabilités pour conduire les pourparlers. Mais avec ce qui s'est passé aujourd'hui à l'Assemblée générale de l'ONU, c'est nombreuses abstentions et quelques votes qui condamnent clairement l'invasion de l'Ukraine par la Russie. On voit bien que le continent africain est divisé et que c'est aussi malheureux de le constater. Il n'y a pas encore eu de réunion convoquée dans le cadre de l'Union africaine, même si c'est en visioconférence. Est-ce qu'on peut s'attendre à une rencontre au cours de laquelle les Africains, de façon claire, prennent une position sur ce conflit en Ukraine? Je ne lis pas dans la boule de cristal, mais si je me base sur ce que j'ai observé comme comportement jusqu'ici, si je me base sur la réalité des rapports de ces États avec la Russie, c'est assez optimiste de l'espérer. Mais quand on dit par exemple le passé, aujourd'hui l'Afrique c'est quel continent? C'est un continent où la Corée du Sud a une stratégie pour l'Afrique, la France a une stratégie pour l'Afrique, les États-Unis, la Russie, la Chine, tous les pays du monde, même la Turquie a une stratégie pour l'Afrique. Mais l'Afrique n'a pas de stratégie pour le monde. L'Afrique n'a pas de stratégie pour ces puissances anciennes installées ou ces puissances émergentes. Et ça montre déjà qu'il n'y a pas, en termes de positionnement, de projection dans le monde, une communauté d'intérêts clairement définie. Qui pourrait guider une position. Deuxièmement, dans les relations maintenant que certains pays qui sont en crise entretiennent avec la Russie, on voit bien qu'ils ne sont pas dans la possibilité de condamner la Russie. Vous savez que la Russie est présente dans certains pays, la Libye, le Soudan, la RCA, le Mali, et apporte un soutien à certains régimes qui sont menacés, qui sont déstabilisés et qui cherchent aussi à échapper à une forme d'emprise, d'influence du monde occidental. Donc ça les met dans une situation où c'est difficile pour eux de condamner. Prenons l'exemple du Soudan. La guerre a été déclarée le jour où le numéro 2 de la junte au pouvoir actuellement au Soudan, je parle du Grand Soudan, je parle pas du Sud-Soudan, arriver en Russie pour renforcer la coopération avec justement la Russie et pour inviter la Russie à renforcer sa présence militaire et à l'accompagner dans la répression
des manifestations en cours pour dénoncer le détournement, l'arrêt de la révolution, de la transition démocratique qui était en cours. Donc vous voyez qu'un pays, par exemple comme le Soudan, ne peut pas se permettre aujourd'hui officiellement de condamner l'invasion par la Russie de l'Ukraine. C'est la même chose pour la RCA, c'est la même chose pour plein d'autres pays. Donc c'est ça qui explique que ce sera difficile pour beaucoup de pays africains d'avoir une position commune. Peut-être ils peuvent arriver à un communiqué de principe qui dit pour la paix du monde, pour l'équilibre du monde, il faut déconstruire une architecture. En se basant sur les objectifs et peut-être les principes même défendus par l'Union africaine. Et voilà, c'est-à-dire ça c'est des généralités, mais réellement en termes de prise de position forte, je ne pense pas que l'Afrique est prête à ce genre. L'Afrique des chefs d'État. Oui. Serge-Henri Calvé, sur ce sujet-là, est-ce que vous partagez donc l'avis selon lequel cette divergence observée sur le continent en rapport avec cette crise ukrainienne est liée au rapport, aux affinités que certains États africains ont développées avec la Russie? Ce n'est pourtant, ou malheureusement ou heureusement, pas le cas. Avec les pays européens, on a bien vu que les pays occidentaux de façon globale, mettant entre parenthèses ces intérêts-là, ont condamné, et les sanctions qui sont prises montrent bien que au-delà de cette amitié ou bien de ces relations-là, à un moment donné, il y a des sacro-saints principes qui doivent être respectés et qui peuvent guider les décisions qui sont prises par les États. Est-ce que ces valeurs-là, on peut les retrouver sur le continent africain, sur le prisme de cette crise ukrainienne? Non, Duval, écoutez, il faut déjà comprendre que nous ne sommes ni en 1914 ni en 1939. Pendant ces époques-là, nous étions encore sous l'emprise de la colonisation et les Occidentaux venaient chercher des tirailleurs africains pour aller contribuer à l'effort de guerre. Aujourd'hui, au XXIe siècle, l'Afrique s'affirme déjà par son indépendance. On peut mettre indépendance entre guillemets, mais nous avons un territoire, des drapeaux, un peuple, et la donne a changé. Je disais tantôt que nous sommes plus en 1945, donc vous ne verrez aucun Africain aller soutenir, même si cette troisième guerre mondiale, parce qu'elle est déjà une troisième guerre économique, elle sera une troisième guerre mondiale militaire très bientôt. L'Afrique a compris qu'il faut qu'elle ait une position de non-alignée. Raison pour laquelle vous allez voir des pays comme l'Algérie, qui sont aussi producteurs de gaz, qui tirent leur épingle énormément du jeu, de ce qui se passe, parce que l'Europe est en train de voir actuellement comment est-ce que le gaz qui était livré par la Russie peut être compensé. C'est vrai que l'Algérie n'aura pas la capacité de tout combler. Si vous descendez au sud du Sahara, vous allez constater que la Russie vient de refaire son retour dans le giron géostratégique et militaire africain. Parce qu'avant, il y a eu la guerre d'Angola, où forcément, Luanda aurait penché du côté de Moscou, et Jonas Savimbi et ses troupes seraient peut-être allés prêter main forte à l'Occident, parce qu'il était à la solde des Américains. Mais avec le retour de la Russie, que ce soit sur le plan économique ou militaire, sur le continent africain, je pense qu'il faudrait peut-être promettre de guillotiner certains chefs d'État africains pour qu'ils vous disent exactement quelle est la position qu'ils vont prendre. Mais ne soyez pas surpris qu'il y ait plusieurs chefs d'État qui sont favorables à l'attitude de Moscou. Parce que pendant 70 ans, les pays africains, comme d'autres pays, ont vécu sous le joug de l'hégémonie européenne et occidentale. Avec l'opération spéciale en Ukraine, qui pour moi n'est pas une agression ni une invasion. Si on veut calquer ce modèle, que ce soit la Yougoslavie ou que ce soit l'Irak, c'est une opération spéciale d'autodétermination, d'autodéfense qui est accordée à Israël. Israël fait ce qui se passe actuellement en Ukraine depuis 45 ans. Personne ne parle. Avec la Palestine. Personne ne parle. Avec la Palestine, avec le Liban, avec même la Syrie. Personne ne parle. Ils ont un droit d'anticiper. Or, ce que les Africains doivent comprendre, c'est que ces images de satellites où on montre une colonne de 60 km
de militaires russes en train d'aller en Ukraine, Moscou a eu les mêmes images où l'armée américaine, pas des photos, mais en vidéo, où l'armée américaine est en train de débarquer certains types d'armes à Kiev et dans certaines bases militaires. Donc, Moscou anticipe, comme Israël a souvent eu anticipé par certains frappes. Je peux élargir cette vision pour que nos chefs d'État africains comprennent que comme l'Ukraine... Donc au pouvoir, Poutine est en train de faire la guerre préventive. C'est tout Pour comme... rester sur l'expression du président George Bush. Au-delà même d'aller vers une... Ce n'est pas une agression. Ce n'est pas une agression. C'est tout simplement parce que la Russie, je vous l'ai dit tantôt dans une émission ici il n'y a pas longtemps, se sent étouffée, provoquée et encerclée par l'Occident qui ne veut pas respecter ses engagements depuis George W. Bush Jr. L'actuel président des États-Unis a dit que c'est une violation grave du droit international. Ce n'est pas votre avis? Non, ce n'est pas mon avis dans la mesure où, dans leur temps, que ce soit en Yougoslavie, ils vont peut-être dire qu'il y a eu des résolutions des Nations Unies, ou que ce soit en Irak, ou même en Afghanistan, parce que toutes les portes diplomatiques n'étaient pas fermées. Et ce que les Américains ont eu souvent à faire, les Occidentaux, qui sont à peine 350 millions d'habitants dans l'Europe, n'ont pas crié au scandale. Mais comme c'est la Russie, il faut crier au scandale, et nous allons entrer tout à l'heure en profondeur dans cette discrimination qu'on veut donner à Poutine. Et moi, je ne suis pas d'accord avec la description de mon confrère Kankyou qui disait qu'il compare Poutine à Staline et à Hitler. Ce qui est archi faux. Je vois des preuves. Oui, dans au courant débat, on va voir, mais vous ne pouvez pas comparer Poutine à Hitler, surtout pas à Staline, parce que Poutine est dans un élan défensif et non provocateur. En tout cas, on revient là-dessus. Professeur Marie Chinchua, quels sont les éléments qui doivent guider la prise de position du continent africain aujourd'hui dans cette crise ukrainienne? Je vais revenir sur 2 ou 3 choses avant de répondre à ta question. La première chose, c'est que, prenons les statistiques. Il y a eu un vote à l'Assemblée générale. Les Africains ont voté à majorité contre l'agression. Voilà, ça, il faut commencer par là. C'est-à-dire qu'il y a quelques personnes qui sont abstenues, mais la majorité des Africains ont voté contre. Ça signifie donc qu'il y a un courant majoritaire en Afrique, volontairement ou pas volontairement, qui dit que ce n'est pas normal. Ça, si vous voulez commencer par là. Donc, il y a quelques pays qui sont des anciens pays communistes, socialistes, ou qui ont des liens avec la Russie, qui se sont abstenus. Mais personne n'a voté contre. Aucun pays africain n'a voté contre. Enfin, pour dire qu'il y a ceux qui ont voté pour la résolution, sont abstenus, mais personne n'a voté contre la résolution. Ça, je rappelle qu'il n'y a que 5 pays qui sont opposés. Il y a la Russie, la Corée du Nord, l'Érythrée et la Syrie. Donc ça dit que, vous voyez, donc... Aucun pays africain. Non, l'Érythrée, oui, mais tout le monde a voté... L'Érythrée, oui, l'Érythrée. A voté contre ou s'est abstenu. Ça signifie, en droit international, ça signifie ce que ça signifie. Donc ça, c'est la première chose que je voulais dire. La deuxième chose, c'est que les Africains, qu'est-ce qu'ils vont faire dans cette galère? C'est-à-dire que nous avons tellement de problèmes que nous allons aller entrer dans la galère des autres. Ce n'est pas, à mon avis, ce n'est pas mon avis. Par contre, c'est là où je pense que les pays africains doivent nécessairement faire pour que, devant les impérialismes, parce que si c'est parce que vous avez des impérialismes russes, un impérialisme américain, un impérialisme français, il y a des impérialismes partout en Afrique, des gros et petits. Donc les Africains ne peuvent s'en sortir qu'en faisant triompher le droit. Le droit international, je vous le dis sincèrement. C'est-à-dire que si on arrive à ouvrir la porte à tout, il suffit que quelqu'un se lève le matin et commence à dire que je suis étouffé dans mon pays, je commence... Donc, et c'est ça justement le cœur du débat, professeur Chinchua. La question du droit international. Oui, comment est-ce que cela se comprend? non, je dis que quand on prend les règles internationales, c'est une agression. C'est clair et net. On peut justifier, on peut trouver les raisons, mais c'est une agression. Et je dis qu'en tant qu'Africains, nous avons tout intérêt à ce que triomphe dans le monde le droit. C'est ce que nous reste. Nous n'avons pas la capacité d'avoir un impérialisme africain. Nous n'avons pas le droit d'avoir, nous n'avons pas une armée, machin, tout ça. Donc, pour nous, petits pays que nous sommes là, plus le droit triomphe, mieux ça vaut pour nous. Ça, c'est Maintenant, je voulais terminer par une des choses sur lesquelles nous devons faire attention en tant qu'Africains. 2 mots ne font pas un bien. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on a détruit la Libye, qu'on a détruit l'Irak, qu'on a détruit
l'Afghanistan. Il faut dire que c'est les soviétiques qui ont commencé, hein, les premiers en Afghanistan, ils sont partis. Oui. Non, en Afghanistan. Ok, en Afghanistan. Oui. Et c'est ça accouché. Donc, ce n'est pas parce qu'on a détruit ça qu'il faut justifier l'autre. Je comprends qu'on puisse dire que ceux qui donnent les leçons sont disqualifiés pour donner les leçons, puisqu'ils ont fait la même chose. Mais on ne peut pas dire que le mal est bien. Hein, c'est ce qui, j'ai des problèmes avec beaucoup de mes confrères, amis comme ça. C'est-à-dire que les Allemands, les Français, qui donnent les leçons sont disqualifiés pour savoir. Mais ça n'empêche pas de dire que agresser un pays, hein, au nom de je ne sais pas quelle raison, surtout que quand on parle d'Hitler, moi ce qui m'a étonné, c'est que prenez le discours de Poutine et le discours d'Hitler après l'invasion de la Suède et d'Autriche. C'est presque ça. Prenez exactement la même chose. Donc, c'est-à-dire qu'on a recyclé le même discours. Hein. Je peux dire, prenez le discours de Hitler quand il a envahi la Suède. Donc, c'est pour dire que quoi? Ça veut dire que le monde évolue, mais le monde se recycle les anciens clichés, recycle les anciens techniques, voilà. Et moi, c'est ce qui me désole un peu. Voilà. Sur cette question, Grégoire Kankumo, sur le lien que vous établissez entre l'impérialisme, entre griffes de Poutine aujourd'hui et l'impérialisme de Staline et Hitler en 1939, et sur lequel revient le professeur Chunza tout à l'heure, lorsqu'il évoque par exemple la question la région des Sudètes. Il faut rappeler qu'en 1939, justement, c'était l'une des causes de la guerre, parce que Hitler exigeait l'indépendance de la région des Sudètes, qui était en majorité occupée par les Allemands, et ça a débouché finalement sur le démembrement de la Tchécoslovaquie. Et malgré ce démembrement de la Tchécoslovaquie et l'engagement qu'il avait pris à la conférence de Munich, on s'est retrouvé en 1939 avec la guerre qui avait éclaté. Il a continué avec l'Autriche. Oui, c'était des relents expansionnistes qu'il avait. Alors, la question que je pose à c'était le même discours, hein. Et dans le Donbass, les Russes, les populations russophones sont martyrisées. Et c'est la raison qu'il a évoquée justement pour agresser. Et dans le Sud-Est, c'était que les populations allemandes sont martyrisées, tout ça. Donc, je vous dis que prenez les discours, vous verrez les mêmes revendications. Quels sont les éléments qui vous ont amené tout à l'heure à faire ce rapprochement entre l'attitude de Poutine aujourd'hui et l'attitude de Staline ou de Hitler en 1939, parce que ces éléments-là peuvent amener les Africains, justement, peuvent éclairer les Africains sur la position qu'ils doivent avoir en ce qui concerne cette crise ukrainienne. Depuis Lénine, la préoccupation des dirigeants russes et soviétiques, c'est ce que Poutine ne l'a pas dit, mais c'est l'une des raisons fondamentales. Avoir accès à des mers chaudes. Oui. C'est le véritable problème de la Russie, de l'URSS et de la Fédération de Russie aujourd'hui. C'est une grande puissance, mais une grande puissance qui a d'énormes difficultés à s'épanouir au plan maritime international. La Russie, géographiquement, a 5 mers. 5. Depuis la Baltique en Finlande jusqu'à la mer Noire. Et ils viennent de prendre la mer d'Azov en Crimée. C'est pas pour les mêmes choses qu'ils vont faire la guerre. Permettez. Je suis en train de vous dire que la Russie, comme la Fédération de Russie actuellement, l'URSS antérieurement, ou l'Empire de Russie, a ce problème. Et c'est l'un des enjeux de la Russie, s'ouvrir à des mers chaudes. Ça, c'est vrai. Ces mers chaudes sont des éléments de base de l'affirmation de la puissance militaire et navale. La Finlande a une mer, l'Ukraine a une mer. Mais Serge, permettez qu'il finisse. La Crimée, le mer d'Azov. Ils ont déjà pris. Oui, non, Monsieur Kelbé, il faut donc les c'est moi qui ai la parole. Il faut donc la politesse élémentaire permet que vous me laissez dérouler mes idées. Je disais ceci, cette préoccupation maritime de l'Empire russe, de l'Empire soviétique, de la Fédération de Russie actuellement, est un élément majeur de leur politique intérieure et extérieure. J'explique.
La Russie actuellement, la Fédération de Russie actuellement, comme avant, c'est le pays qui détient le littoral le plus expansif du monde. Mais malheureusement, les littoraux du Nord sont des littoraux de l'océan glacial et donc pas utilisables. L'unique port de la Fédération de Russie utilisable, quelques mois pendant l'année, c'est Mourmansk, qui est juste à l'extrémité de l'océan Atlantique. Le deuxième port, c'est Vladivostok, là-bas, dans le Pacifique. Et qu'est-ce qui reste à la Fédération de Russie? C'est la mer Noire. Or, la mer Noire est partagée, son littoral est partagé entre la Fédération de Russie et l'Ukraine. Et naturellement, cette mer Noire, pour être exploitée, il faut l'accord de la Turquie qui peut boucler à tout moment les deux détroits. Et ces deux détroits, il y a de ça quelques jours, le président Erdogan a fermé les deux détroits qui permettent l'accès à la mer Noire. Donc, pour comprendre cela, l'Ukraine est un enjeu à la fois militaire, économique, de par ses ressources et géostratégiques à partir de ses ports sur la mer Noire. Et je voudrais que vous compreniez cela et que vous ne secouez la tête parce que de tout temps, la Russie a toujours cherché à avoir accès à la mer Méditerranée. Et pour avoir accès à la mer Méditerranée de manière beaucoup plus facile, il faut avoir une entente avec la Turquie et des facilités portuaires dans la mer Noire. C'est pourquoi, avec l'indépendance de l'Ukraine et naturellement le découpage territorial des littoraux, la Russie a été privée d'une grande partie de son littoral qui lui permettait d'avoir une facilité navale pour déployer sa flotte navale en dehors des deux ports dont je parle, c'est-à-dire Mourmansk et Vladivostok. Je vais juste ajouter quelque chose. Je vais dire que, juste pour ajouter, il ne s'agit pas que les ports sont des ports qui ne sont pas accessibles à toutes saisons. C'est-à-dire que les meilleures choses sont accessibles à toutes saisons. Voilà ce que j'allais dire. Oui, et c'est ça justement l'enjeu. Et c'est ça. Ça voudrait parler de l'accès aux mers chaudes. Aux mers chaudes. Aux mers chaudes, oui. Franck, ici, on va revenir à vous tout à l'heure. Le prof, tu as développé tout à l'heure un élément qui doit guider la réflexion des Africains ou la prise de position des Africains par rapport à cette guerre ukrainienne. Il a insisté sur la question du droit international. Même si après, on peut avoir d'autres raisons qui amènent à justifier ou à ne pas justifier. Est-ce qu'en Afrique, on peut dire que cela suffit? Est-ce qu'au-delà de cette question du droit international qui ne nous a pas toujours souri, il n'y a pas d'autres éléments qui devraient nous amener à avoir une lucidité claire face à ces questions géostratégiques internationales? Je crois qu'en premier lieu, il faut d'abord que les Africains se posent la question, quels sont nos intérêts aujourd'hui, quels sont nos intérêts demain? Quand on analyse les grandes tendances d'hier, d'aujourd'hui et de demain, qui structurent les différents domaines des relations internationales, quels sont nos intérêts? Quelle est notre vision? Seconde question, c'est-à-dire comment nous nous projetons dans le monde, quelle est la place qu'on veut occuper et quelle est l'interaction qu'on veut avoir avec toutes les autres entités qui constituent la société monde. Et enfin, maintenant, quelles sont les valeurs qu'on veut mettre en avant et en quoi maintenant ça peut se traduire dans un nouvel ordre international. Dans lequel nous tirons notre épingle du jeu. Évidemment. Ouais. C'est toujours par ça qu'il faut commencer. Il faut commencer toute analyse, toute interaction avec les autres à partir de ces valeurs, ces intérêts et ces objectifs à court, moyen et long terme. Et à partir de ce moment, on sait quels sont les combats qu'on peut mener, quels sont les combats qu'on ne peut pas mener, quelles sont les alliances partielles à court terme sectorielles et quels sont, comme j'entends certains dire aussi, peut-être les ennemis systémiques. Parce que là, il faut être clair là-dessus. Or, ce qui est dommageable aujourd'hui, c'est le fait que les Africains, on ne peut pas parler de l'Afrique. L'Afrique n'est pas un espace homogène. Il y a des Afriques. Il y a des Afriques. Il y a d'abord une déconnexion entre de nombreuses élites politiques et les populations. Au sein de ces élites, elles sont travaillées aussi par plusieurs courants. Monsieur Kelbe qui est là, qui nous a rappelé que ses premiers diplômes d'ingénieur les a eu à Saint-Pétersbourg. Je suis sûr qu'il est madré un peu de la culture russe. Je crois qu'il s'est présenté comme un russophile, donc pro-russe.
Alors qu'il y a certains d'entre nous qui n'avons pas fait nos études hors du Cameroun, nous sommes pro-africains. Moi, je suis un Africain du Cameroun. Je me considère comme un ancien. Mes ancêtres ont été en esclavage, ils ont été colonisés, je suis dans une forme de néocolonisation. Mais qu'est-ce que j'ai à foutre à défendre un quelconque impérialisme? Quels sont ces années? Je n'ai pas à me perdre là-dessus. Première chose qui m'intéresse dans la situation actuelle, quel est le sort qui est réservé aux Africains là-bas? Pourquoi l'Afrique n'est pas en train d'agir en synergie pour sauver les Africains qui vivent là-bas? Ça, c'est un problème. Au lieu qu'on voie des faibles réactions, absence de réaction, tentative d'individuer les États pour sauver quelques personnes, on peut mutualiser l'achat la location de Boeing pour aller justement prendre rapidement les jeunes Africains qui en plus c'est de la matière qu'on attend pour venir reconstruire l'Afrique. Donc c'est la première chose. La deuxième chose, mais c'est de regarder dans cette situation et ces évolutions possibles les leçons à tirer pour plus tard bâtir notre sécurité, notre souveraineté et comprendre la nature profonde de ces ogres-là, de ces empires. Quelle que soit, je veux dire, l'issue de ce conflit, vous voulez dire. De toute façon... En prenant en compte les forces... Mais il y a quand même au passage des valeurs qu'il faut, et c'est là que je rejoins le prof Chumchwa, qu'il faut réaffirmer. Nous les anciens colonisés, nous les néocolonisés, on ne peut pas tolérer la domination sur la base des intérêts d'un État, d'un autre peuple. C'est inacceptable. Comment moi, un Africain, je peux défendre le fait qu'un autre pays va envahir un autre? Surtout nous, en tant qu'Africains, nous, les Noirs, qui sont partout encore méprisés. Qui avions subi cela. Sur tous les continents, y compris dans ces zones-là, l'Europe d'Afrique centrale, l'Europe de l'Est, nous sommes méprisés. Donc nous devons d'abord être solidaires de tous les peuples qui souffrent, de tous les peuples qui sont attaqués dans leur dignité. Ça, c'est indiscutable. La deuxième chose, c'est que, mais attention, il n'y a pas à... Il faut prendre conscience donc des relations qu'on entretient avec ces personnes. Je vois des nouvelles formes de, si vous voulez, d'impérialisme qui passent par des sociétés privées, qui passent par différents mécanismes d'influence. Il faut se réveiller. Moi, je me pose la question. Mais il faut se réveiller. Pourtant, certains considèrent ça comme une bouée de sauvetage face à l'impérialisme classique qui accourt sur le continent. Moi, j'ai une théorie personnelle. Je crois que je vais peut-être la breveter. La théorie des trois états, les états d'esprit pour caractériser la diversité des Afriques. Je pense que parmi nous, les Africains, il y a trois types d'états d'esprit. Et un premier esprit, c'est l'esprit du dominé. C'est la personne qui estime que face à cette puissance-là, il n'y a rien à faire. C'est le complexe. Il croit que dans ce monde comme dans le monde d'après, on sera toujours dominé, il n'y a rien à faire. Il se soumet. Il ne tente même pas de se réveiller. Le second type d'esprit, c'est l'état d'esprit du révolté. Et ce révolté a une caractéristique, c'est qu'il se réjouit en particulier de tous les malheurs qui affectent la puissance qu'il estime être à l'origine de ces malheurs. Mais moi, je fais la promotion d'un troisième type d'état d'esprit. L'esprit conquérant. C'est un esprit qui est conscient du passé, des douleurs du passé, mais qui aujourd'hui organise sa libération sans se plaindre et sans compter sur qui que ce soit. Donc cette bouée de sauvetage-là, elle n'est pas une boîte de sauvetage. On peut jouer de la diversification des partenariats de façon instrumentale. Mais il faut être absolument lucide sur le fait que notre propre refuge, c'est nous-mêmes. Et c'est là où maintenant les Africains sont totalement défaillants parce que quand vous voyez maintenant les instances qui sont censées construire, pour construire ce qu'on appelle, qu'on appelait la zone optimale de développement et la zone optimale de résistance. Parce que quand il parlait des États-Unis d'Afrique, le but stratégique c'était de créer une zone optimale de résistance. C'est-à-dire que si on attaquait armée africaine continentale pour faire face, zone optimale de développement pour mutualiser nos ressources et développer nos richesses, les sécuriser. Donc, si on n'est pas capable de construire des institutions qui nous permettent d'exister et de ne pas être méprisés parce que le noir est méprisé. On tourne en rond. Serge Kelbé, tout à l'heure, sur le développement qui était fait par Joachim Kimbo, vous avez semblé ne pas être d'accord sur les raisons géostratégiques qui peuvent justifier le comportement de Vladimir Poutine en Ukraine aujourd'hui. Et, oui. je rappelle, peut-être pour la gouverneure que c'est important parce que c'est tout cela qui va permettre de structurer la position ou le comportement des Africains par rapport à cette crise ukrainienne. Oui, parce que le président Poutine est mal compris. Mais avant de vous répondre, je vais revenir un peu à, je ne sais pas si je vais dire à la petite taquinerie, mais à ce que Franck a dit tout à l'heure. Je voulais tout simplement rappeler Franck que je suis diplômé de plusieurs académies européennes et nord-américaines. Je suis diplômé de l'académie de l'université Laval de
de Québec. Et j'ai fait mes classes aussi à Montréal. Moi, donc, je suis diplômé de l'université de Douala. voilà. Et je Donc, me présente comme je suis russophile. pas seulement russophile pour l'aide. Ça, c'était en passant. Maintenant, pour revenir à ce que disait Monsieur Kamkumu concernant les raisons géostratégiques de Moscou, non, soyons sérieux. La Russie, peut-être vous ne connaissez pas très bien ce pays. C'est quand même 17 millions de kilomètres carrés. Oui. C'est quand même 16 fois la France. Et la toundra, ça prend Écoutez-moi bien. C'est le seul ou les deux pays avec l'Afrique du Sud qui ont ce qu'on appelle le tableau de Mendeleïev. Lorsque vous sortez d'ici, allez demander à un chimiste c'est quoi le tableau de Mendeleïev. Dites-nous, puisque le tableau de Mendeleïev est un tableau qui contient 108 minéraux et terres rares. 108. La Russie a tout ce qui peut passer dans votre tête. Le cobalt, vous trouvez en Russie. L'or, le diamant, les métaux rares, le pétrole, le gaz, vous trouvez en Russie. Donc, sur le plan des ressources, la Russie n'envie aucun pays sur la planète. Je dis sur le plan des ressources. Maintenant, sur les plans de géostratégie, la Russie est limitrophe au Japon. La Russie est limitrophe à la Chine. La Russie est limitrophe aux États-Unis par l'Alaska. La Russie est limitrophe à l'Europe. Et la Russie a 6 mers qu'elle contrôle. Oui. Donc, la raison de parler de mer périodique ou mer chaude, pour moi, ne tient pas dans la mesure... Mais c'est une réalité. Non, ce sont des accessoires. Non. Ce sont des accessoires dans la mesure où, je vous dis que la mer d'Azov, à partir de là, la Russie a accès jusqu'à la mer, jusqu'à l'océan Atlantique. Oui, mais... Ces navires peuvent sortir. Oui, mais c'était... Parce que la Crimée est russe. Oui, ben, ça ne se discute pas même dans les livres d'histoire. Et ce que je veux vous dire, je vous ai dit en entame. Dans quel livre d'histoire? La Crimée est russe. D'abord l'Ukraine. Non, attendez. Si je vous dis... Si je vous dis... On ne parle pas de ça. Non, peut-être. Si je vous dis que la Finlande est russe, une minute, vous ne pouvez pas... Une minute, même la Suède est russe. Une fois que je rappelle quelque chose. Si vous dites que la Crimée est russe, la Finlande est russe. C'est pas ça la question. La question c'est est-ce que vous êtes d'accord ou pas? La guerre de Finlande c'est 49. Attendez, non, on parle de la Crimée. Oui, on parle pas de la Finlande. Non, là n'est pas la question. On parle de la Crimée. Là n'est pas la question. Vous ne posez pas la question. Non, pour vous. On peut vous citer aussi les minerais des autres pays. Non, je vous dis non. Sur le plan géostratégique, ne dites pas que la Russie va à la conquête de d'autres terres. Oui, tu vas. Pour la Chine n'a pas de ports, mais ils veulent pas. La raison d'endiguement évoquée par les géostratèges, est-ce qu'elle est vraie selon vous ou pas? Elle est très fausse. Elle est fausse dans la mesure... Non, je vais vous expliquer. Elle est fausse dans la mesure où le peuple russe est un peuple ultra pacifiste. Ultra pacifiste. Ah ben. Les deux premières guerres, celle de 14 et celle de 39, c'est les Russes qui ont mis fin à la guerre. Vraiment? Oui. Ah mais vous... Parce que c'est l'armée rouge. Je suis navré, c'est l'armée rouge. Non. Attendez qu'il finisse. On va les appeler. On va rappeler les faits historiques. Premièrement, c'est l'armée rouge qui a mis en déroute. Là, vous parlez de quelle guerre? Celle de 14 comme celle de 39. 14 c'est la révolution. Comment ça qui finit? Attendez, la révolution elle a fini. En 17-18. Je vous parle de 14. La première guerre mondiale. Je suis navré. S'il vous plaît. Je fais une précision. Est-ce que je peux continuer? Non, je fais une précision et puis parce qu'il ne faut pas que ça fasse beaucoup de bruit, sinon les téléspectateurs ne nous écoutent pas. Laissez-le finir. Petit rappel historique pour mettre les uns les autres sur le bon curseur. La Première Guerre mondiale commence en 1914. Oui. En 1917, la Russie se retire de la guerre parce qu'elle est frappée par une révolution qu'on appelle la révolution 1917. Si, des bolcheviks. Alors, est-ce que là, au moins, on est d'accord? On est d'accord. Et comment expliquer donc? Mais attendez, la Russie s'est impliquée amèrement dans cette guerre et a perdu au moins 7 millions d'hommes. Dans la Deuxième Guerre mondiale, la Russie perd 20 millions d'hommes. 20 millions. Oui, parce que vous avez semblé dire que c'est elle qui a... Non, je vous dis et je confirme
que les Russes sont des peuples pacifistes, dans la mesure où, dans un passé récent, en 90, après la chute du mur de Berlin, et après que la Russie se soit retirée d'Afghanistan en 79, je ne sais pas si vous allez me citer... En 79. 89. Oui, la guerre débute en 79 et elle s'arrête en 89. Je ne sais pas si vous allez me citer un seul pays où la Russie est encore allée faire une guerre. En Crimée. Non, mais c'est récent. Je dis après la chute. C'est juste pour vous dire que lorsque les Occidentaux quittent les États-Unis, vont bombarder la Yougoslavie, vont bombarder l'Irak, viennent faire la guerre plus récemment en Libye, vous ne voyez pas de vérité expansionnistes. C'est juste pour vous dire que les peuples africains doivent comprendre que la Russie est en mode défensif parce que la Russie est attaquée dans son giron. Et si la Russie ne fait pas attention, étant donné qu'il est le pays le plus vaste de la planète, qui regorge tous les minéraux du monde, ces 17 millions de kilomètres carrés sont menacés comme le Mali était menacé en voulant couper l'Azawad, ou alors on a coupé le Soudan du Sud, le Soudan du Nord. Les décisions prises par le président Poutine sont tout simplement des décisions qu'il prend à la suite d'un échec diplomatique. Parce que ça fait plus de 4 ans, 5 ans, qu'au-delà des accords de Kiev, de Minsk, qui ont été signés, les Occidentaux ont commencé à ravaler toutes les anciennes républiques soviétiques, les mettre à l'OTAN, qui n'est pas une organisation défensive, mais qui sont une organisation d'attaque. Ou bien manifeste la volonté. C'était avant les accords de Minsk. Alors, professeur. Moi, non, je veux dire que je m'excuse de m'être emporté, mais moi, je suis historien. C'est mon métier. Hein? J'enseigne au Cameroun, je sais partout, j'enseigne l'histoire. Il est dangereux d'utiliser l'histoire. Manipuler l'histoire. Il faut le mettre à sa place. Restituer les faits. La Première Guerre mondiale, c'est pas la victoire des Russes. Ils ont perdu des gens comme les Français, comme les Allemands, qui ont perdu la personne. La Deuxième Guerre mondiale, quand il y a un accord entre Hitler et qui? Et Staline. Voilà. Donc ça dit qu'ils sont divisés le monde. Et que Hitler non. Permettez qu'il explique. Non, ils ont signé un accord disant tu prends tel parti, je prends tel autre parti. Et Hitler l'a fait. Le pacte secret sur la Pologne. Sur la Pologne. Voilà, ils se sont arrachés la Pologne, donc une partie de l'Ukraine là. N'est-ce pas? Parce que le parti de l'Ukraine, partie de la Pologne. Qui a rompu l'accord? Non, là n'est pas la question. Ils ont signé un accord dangereux. Le pacte non-agression. Oui, un accord dangereux, un accord qui a livré des pays. Ils sont entendus pour partager des pays. Ça, c'est Staline. Donc, comme on me dit, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que les faits aussi, je connais la Pologne. Ils ont une haine terrible des Soviétiques, des Russes. Parce que ce qui s'est passé pendant la domination soviétique, on a massacré, après la Deuxième Guerre mondiale, ils ont tué tous les généraux polonais. Oui, donc pour dire que... C'est le pacifisme. Attends, non, je veux dire... parler d'autre chose. Non, les élites russes. Laissez-moi terminer. Donc, quand on est pacifiste, il faut faire attention. Beaucoup de ces peuples ont fait comment? Après la Deuxième Guerre, ils sont courus, à cause de passé soviétique, de tout ce qu'ils ont comme souffrance avec les soviétiques, sont courus pour aller chez les Européens ou chez l'OTAN, parce que c'était une façon de se protéger. Non, c'est pour des raisons économiques. Mais c'est pas un problème. Beaucoup de ces pays que j'ai visités, la Tchéquie, tout ça, ont une haine terrible des Russes. Vous pouvez vérifier. Vous comprenez? Par cause de l'expérience qu'ils ont vécue là-bas. Donc, moi, ça c'est la première chose que je veux dire. Donc, pacifisme, aucun empire n'est pacifique. Aucun empire, l'empire suppose domination. L'empire russe, comme l'empire américain, comme l'empire français, n'est pas, comme tu as de l'empire, on ne parle pas de pacifisme. Il y a toujours des vérités expansionnistes. Donc ça c'est la première chose. Donc moi, Camerounais, je m'en fous de l'empire russe, de l'empire américain, l'empire. J'ai dit, moi en tant que petit pays du Cameroun, comment vivre dans cette... quand ces grands-là se mangent les uns les autres. J'ai dit que la première chose, c'est de tout faire pour triompher le droit. Parce que si ça devient la jungle, on ne s'en sortira pas. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de jouer, comme il a dit, une politique équilibrée. Voir où se trouvent nos intérêts et jouer avec nos intérêts. Parce que nos intérêts, c'est d'abord ça qui est en jeu. Ce n'est pas les intérêts des Russes. Ils n'ont pas besoin de moi. Ils font déjà assez de publicité et de beaucoup de propagande pour avoir besoin de ma propagande. Les Français ont besoin assez de moyens pour défendre leur langue et leur histoire. Les Américains, c'est la même chose. Donc, comment moi, en tant qu'Africain, aujourd'hui, en 2022,
élaborer un système qui défend les intérêts. Et je crois que ça commence par quoi? Par de construire un espace politique qui nous appartient. Si nous ne pouvons pas construire un espace politique qui soit le nôtre, c'est difficile. La deuxième chose, c'est de construire un espace panafricain. On ne peut pas construire aujourd'hui, avec nos petits États là, dire que si on ne construit pas un espace vraiment panafricain, pas toute l'Afrique, on peut même commencer par l'Afrique centrale, mais un espace politique intégré qui permet de se soutenir, et ça, on ne peut pas faire fi la démocratie aujourd'hui. Donc, pour moi, voilà les pistes qui permettent aujourd'hui à l'Afrique de répondre, de dire le monde change. Et si vous voyez, je peux vous dire sincèrement, l'ordre du monde change, pour ceux qui lisent le monde. C'est-à-dire que, prenez 2-3 exemples. Prenez la Finlande, comme il dit. La Finlande, depuis, c'est 1939, la guerre qu'on a fait avec la Suède, n'avait jamais été isolationniste. Voilà. Mais ils ont envoyé des armes. La Suède, c'est la même chose, un pays que je connais. Donc, c'est-à-dire que l'ordre du monde est en train de basculer. C'est-à-dire que, et donc, cet ordre du monde qui change là, quelle est la place de l'Afrique? Il nous faut lire le monde et voir en quoi est-ce que nous pouvons, en tant qu'Africains, nous trouver notre place. Pas chanter les lois de quelqu'un ou de quelqu'un d'autre, mais c'est de trouver notre place, qui soit un espace pour nous, pour nos enfants. Et moi, c'est ce que je combats. C'est mon combat. Et dans ce sillage-là, qu'est-ce qu'il faut faire donc concrètement? Puisque cela a été balisé tout à l'heure par Franck, qui a posé un certain nombre de questions qui doivent orienter le raisonnement et la réflexion des Africains par rapport à cette crise ukrainienne. Et le prof Junchoa a rappelé un élément, un principe ou une vision, un élément de la vision du président Nkrumah en rapport avec la question de la construction d'un grand espace africain, panafricain. Il a réitéré ici pour dire que ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine, on ne doit pas seulement regarder, il faudrait qu'on en profite, que ce soit comme une occasion, prétexte, peut-être un déclic pour la mise en mouvement de quelque chose qui pourrait être profitable pour le continent africain et lui permettre de s'affirmer demain dans l'espace géopolitique international. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette façon de voir? Si oui, quels sont les éléments palpables qu'il faut mettre en mouvement dès aujourd'hui pour arriver à ces résultats demain ou après-demain? Cette voie est la bouée de sauvetage. Et cette bouée de sauvetage se résume en un seul mot, le panafricanisme. Permettez, avant que j'y arrive, de faire une petite parenthèse historique. Je voudrais rappeler à mon vis-à-vis, M. Kelbé, que certaines déclarations qu'il a faites et que le professeur une fois a dû rectifier sans amplifier. Je voudrais lui rappeler qu'à la Première Guerre mondiale, la Russie a déposé les armes en trahissant l'alliance qu'elle avait signée avec la France et l'Angleterre. La triple entente. La triple entente. Ça, il faut comprendre. Donc, et ça, c'est pas du pacifisme, ça. Ça, c'est pas du pacifisme. La Russie, donc, a été mise hors jeu pendant la Première Guerre mondiale. Oh, mais elle avait des circonstances atténuantes. Il y avait une crise, une crise interne. Vous ne comprenez pas. Il y a une crise interne. Vous ne comprenez pas. Parce qu'il dit que la Russie a été en mars 1917, elle était à l'origine de la victoire. Elle était à l'origine de la victoire. Ce qui n'a pas été le cas. À la Deuxième Guerre mondiale, on peut encore... Par contre, 2 secondes, oui. Par contre, ce que j'ai oublié de dire, je vous en prie, c'est que la Russie a participé à la construction du droit international. À partir jusqu'aux années de la Première Guerre mondiale, avant la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire à partir de la conférence de... 1919 à Versailles. Ça commence à venir. Non, avant Versailles. Ça commence à venir. C'est-à-dire qu'il y a le tsar Nicolas II qui convoque 2 fois la conférence de machin, pour réduction des armements. C'est lui qui dit que si on ne fait pas attention, une guerre va tuer le monde. Donc il faut dire qu'il faut rester toujours dans l'équilibre. Absolument. C'est-à-dire que les Russes, surtout les tsars, ont contribué à l'équilibre en Europe. Ouais. Et à la fin de la guerre, il y a eu des conférences internationales. Que ce soit celle de Yalta, que ce soit celle de... C'est en Russie. Sauf celle de Téhéran. J'en arrive. Donc je dis que on ne peut pas dire qu'ils ont utilisé à fond parce qu'en fait la famille impériale russe est une famille qui est intégrée les Romanov, voilà, tous les maisons royales de l'Europe. Grande famille, oui. Donc Romanov. ils ont utilisé ça pour jouer une forme d'équilibre en Europe. Jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale, ils sont battus pour que la guerre n'ait pas lieu. Donc ça, il faut mettre ça à leur crédit. Mais dire qu'ils sont pacifistes, moi, bon, non, je crois que ça a été restitué. Et puis Serge, comme le prof dit, il faut quand même rester dans les proportions parce que
L'autre chose que vous dites aussi sur les grandes conférences, il y a eu la conférence de Yalta. Bon, de non, Téhéran. il a dit que toutes les conférences sont Je tenues dis en les Russie. plus grandes, il y avait d'accord, 5 ok. se sont tenus en Russie. Bon, la conférence de San Francisco Elle a quand qui même débouche prêté son sol sur la création de pour la l'ONU, paix c'est pas dans en le Russie. monde. Quelle est Ok, la bon, ça c'est pertinence bon. de ça pour les Alors, Africains? si, C'est très important. C'est Quelle est la allez, pertinence? allez-y. Très important. Grégoire, Nous étions t'es sous terminé. des colonies. Bien, je disais ceci. Le principe de notre panafricanisme a des bases. Et ces bases reflètent des hommes. Et jusqu'à présent, je ne vois personne de me contredire. Notre panafricanisme se fonde sur les affirmations et la théorie unioniste de Nkrumah. Et dans ce cas, nous devons, par la suite, mettre en avance tout ce qui va dans le sens d'une union économique, une union politique, une union monétaire, une union dans tous les domaines. Pour l'Afrique, c'est la seule voie de survie. Et après Nkrumah, il y a des gens qui ont dû prendre ça en relève. Les réalisations de Kadhafi, nonobstant tout ce qu'on peut dire de lui, allaient dans le sens de la concrétisation de Qui a été l'affirmation. anéanti par... Laissez-moi aller dans le sens de la concrétisation de ce panafricanisme pouvant permettre à l'Afrique non seulement d'émerger et de mettre en avance des éléments permettant à l'Afrique de s'opposer à l'Occident. L'Afrique est le continent au sous-sol le plus riche du monde. Mais malheureusement, l'Afrique est le continent dont les dirigeants ont une mentalité la plus sous-développée jusqu'à l'heure qu'il est. Et pour réaliser tout cela, il faut des hommes. Et pour avoir des hommes, il faut des gens qui aient une vision futuriste, comme Nkrumah l'a eu, comme Kadhafi l'a eu, comme les Oumyobé l'ont eu. Et tant qu'on n'aura pas ces hommes, tant qu'on n'aura pas des gens capables d'accepter de se sacrifier, comme par le passé, l'Afrique ne peut pas observer ce qui se passe dans le monde, analyser et tirer profit. Parce que pour le faire, il faut des hommes qui s'entourent de conseillers pouvant leur permettre d'analyser tel ou tel élément dans tel ou tel domaine et de tirer profit pour que l'Afrique soit grandie. Alors, je pose une question à Franck, mais je vais donner 5 secondes à Serge pour réagir. La question que je pose, Franck, sur la base du développement qu'il fait, est-ce que l'Union africaine, telle qu'elle est structurée aujourd'hui, est en mesure de porter ce projet? Je rappelle que dans le cadre de cette crise ukrainienne, on a écouté, c'est vous qui l'avez d'ailleurs rappelé tout à l'heure fort opportunément, la déclaration du président de la Commission de l'Union africaine sur les maltraitances vécues par les étudiants noirs africains, notamment aux frontières ukrainiennes. Est-ce qu'au-delà de ces déclarations, il faut attendre mieux de l'Union africaine par rapport au projet que vous avez commencé à expliquer tout à l'heure et qui est développé par Grégoire Kamkumo? Mais avant que vous répondiez à la question, je reviens rapidement à Serge. J'espère qu'il va répondre en 5 ou en 10 secondes. Il a expliqué tout à l'heure, Grégoire Kamkumo, que sur le projet panafricaniste, il a rappelé la vision de Muammar Kadhafi. Il faut rappeler que c'est depuis Sirte, en 1999. Est-ce que vous avez le sentiment que Vladimir Poutine, le leader de la Russie aujourd'hui, peut accompagner l'Afrique dans ce projet panafricaniste? Écoutez, déjà, l'intervention russe en Syrie découle du fait que la résolution 1242 a été abusivement utilisée par les pays occidentaux en Libye. Et Poutine l'a dit, qu'il intervenait en Russie, en Syrie, parce que avec la chute du colonel et guide Muammar Kadhafi, les Occidentaux étaient allés très loin. Mais je fais une parenthèse en 2 secondes après avoir répondu. Je fais une parenthèse aussi en même temps. Il faut rappeler que les résolutions 19... C'était juste le ciel. Non, 1973 ou 1975 sur la Libye et sur la Côte d'Ivoire, la position de l'Union soviétique, c'est laquelle? Non, la position de l'Union soviétique était neutre. Ok. Elle était neutre. Mais ce n'est pas fait partie Kadhafi qui était mentionné. Ok. Voilà. Une fois que je l'ai dit, il faut savoir que la Russie s'était abstenue au vote. Une fois que je l'ai dit, moi, je me pose la question de savoir, mais de quelle Afrique
parle M. Kamkumu. De quelle Afrique? L'Afrique francophone? L'Afrique anglophone? L'Afrique australe? L'Afrique du Maghreb? Donc, il ne faut pas que les Africains rêvent. Tant que nous n'avons pas fini de construire nos États-nations, notre solidarité sous-régionale, notre Afrique telle que les pères fondateurs, les Kwame Nkrumah, l'ont voulu, il faut arrêter de rêver. Mais vous parlez la Parce même que- chose finalement. Non, c'est juste pour dire que on ne peut pas faire une fuite en avant. Parce que les Occidentaux ne nous laisseront pas la bâtir telle Mais que Serge, la- l'objectif Nous c'est de acceptons construire. cela, vous acceptez cela, mais- Serge, Vous l'objectif c'est acceptez. de construire on va dire quoi, les États-Unis d'Afrique. Sans le confort Vous êtes, de l'Occident. vous êtes donc sur la même longueur d'onde que lui. Mais je lui dis que c'est un rêve. Ce n'est C'est pas pour un ça que rêve. moi je ne veux pas rêver. Ah d'accord. Je veux être réaliste. Donc pour vous, construire un espace panafricain, c'est illusoire. Non, c'est peut-être en 2150. Oui, mais là, c'est Après un des rêve, générations, c'est un rêve après réalisable. que Ok, nous bon. nous soyons réellement affranchis du joug de l'Occident, parce que déjà au niveau de la monnaie, nous n'arrivons pas à nous affranchir. Aucun chef d'État jusqu'en 2050 nous pourra dire qu'il sort du franc CFA ou bien Ok. le pays. C'est marginal, Je l'Afrique donne la francophone est parole à marginale. Franck, C'est marginal. sur le raisonnement de Serge, on voit bien qu'il est dans le premier état d'esprit que vous avez décrit tout à l'heure, c'est ça. C'est malheureux. C'est un dominé révolté. Voilà, une synthèse des deux premiers états d'esprit parce qu'à la fois, il intériorise la défaite, il intériorise l'infériorité, il intériorise, à mon avis, c'est sans vouloir Le l'insulter, défaitisme. l'incapacité de s'en sortir. Le défaitisme. Or, je pense que, et je rappelle, il n'y a pas une Afrique, il y a des Afriques. Il n'y a pas... Je l'ai dit. Voilà, donc, il y a des gens qui pensent qu'on peut, il y a des gens qui pensent qu'on ne peut pas. Donc, pour y arriver, il faut quand même tirer les leçons de l'histoire, à mon avis. Parce que vous posez la question sur l'Union africaine. Par exemple, nous sommes là, on parle de l'Union africaine. Mais l'Union africaine a un agenda. L'agenda 2063. En 7 grands points qui définissent l'Afrique que nous voulons. Le titre même de cet agenda, de cette vision-là, l'Afrique que nous voulons en 7 points. Dans lesquels on dit Afrique unie, Afrique prospère, Afrique sécurisée, Afrique qui compte dans le monde international. Afrique militaire. Maintenant, Un qu'est-ce autre qui, DSC. qu'est-ce qui fait que maintenant, l'ensemble de cette vision-là, n'arrive pas à s'implémenter? C'est là où on entre dans le dur du sujet. Les hommes. Et on verra par exemple, dans un premier temps, que de façon structurelle, je l'ai même dit dans ce plateau ici, elle est dépendante d'un point de vue financier, même pour ses projets intégrateurs. Alors, Et c'est inacceptable. Je vous donne l'exemple, je crois que l'Union africaine, à plus de 60%, reste financée Par par l'Union les bailleurs européenne internationaux. Le siège, et c'est un grand scandale pour ceux qui sont les adeptes de la diversification des relations, le siège de l'Union africaine à Addis Abeba a été construit entièrement par la Chine, qui a introduit des micros d'espionnage, etc. etc. Et ce n'est pas ça la définition de l'alliance, ce n'est pas ça le respect. La troisième chose, c'est que vous voyez, récemment, là, il y avait encore un sommet au niveau de la CEMAC ici, où on parlait de la nécessité de faire face au Covid, de prendre des mesures. Et on se vantait des projets intégrateurs de la CEMAC. Je crois qu'il y a 12, il y avait 11 qui étaient en cours de maturation. Vous savez où on part pour les financements? À Paris. Donc ça, c'est le gros problème. Mais je pense aussi qu'il y a d'autres problèmes qui sont liés au fait qu'il y a plusieurs théories de comment construire cette Afrique émergente-là qui se construit. Avant d'arriver à cette question, je vais ouvrir une parenthèse sur le premier élément que vous avez évoqué. Parce que je crois que c'est le nœud de la guerre, la question du financement. Il y a eu à Arusha en Tanzanie un sommet au cours duquel les gens ont réfléchi sur les stratégies qu'il fallait mettre en place pour donner une autonomie financière à l'Union africaine. Et on avait inventé la taxe Kaberuka. Et aujourd'hui, on devrait être en train de faire le bilan pour savoir où on en est. Vous avez le sentiment que ça a marché, c'est un flop? C'est un flop parce que dans la réalité, est-ce qu'elle a été implémentée? L'Union africaine est championne. Moi, dans mon cadre professionnel, je travaille sur certains projets de l'Union africaine. Par exemple, j'ai eu l'immense responsabilité de travailler, honneur, opportunité de travailler sur 2 projets. Les réformes budgétaires en Afrique et la question de l'agribusiness, comment on promeut l'agribusiness, en particulier pour les jeunes. C'est-à-dire qu'on cesse de vendre simplement la matière première ou bien les plantes qui sortent là, mais on les transforme pour augmenter la valeur ajoutée. Mais qu'est-ce qui fait problème? C'est que ça reste des stratégies d'abord financées par les étrangers. C'est-à-dire les ateliers pour réfléchir, pour faire voyager les experts, pour s'asseoir pour les élaborer. C'est les étrangers qui les financent, c'est-à-dire l'Union européenne, les coopérations suisses, allemandes, etc. Non, c'est parce qu'on a les mauvais, mauvais acteurs politiques. Je vais vous expliquer. Et là, vous rejoignez Grégoire Kamkumu? Non, bien sûr. Les leaders revenez à la réalité bien sûr.
Toujours nous en management, en leadership, nous on dit les problèmes qu'une communauté rencontre, ce n'est pas les problèmes de la communauté, mais c'est surtout le problème du leadership. C'est un symptôme du leadership. Avec un leadership visionnaire, un leadership de service, un leadership transformationnel, on passe à autre chose. Regardez ce que, par exemple, petite parenthèse, Sankara peut accomplir en 3 ans. Il dit en 3 ans, le Burkina, qui est dans une zone sahélienne, qui n'est pas tellement favorable à l'agriculture, a atteint la souveraineté alimentaire. Avec la volonté, on peut faire beaucoup de choses. On peut être digne. Et il y a des choses sur lesquelles on peut être même meilleur que les grandes puissances. C'est la qualité de la gouvernance. Ce n'est pas un exemple que j'aime beaucoup citer, mais c'est un exemple qu'on peut opposer à certains gens qui viennent donner les leçons. Parce que dans le cadre de mon deuxième projet sur les réformes budgétaires, on parle du Rwanda. Est-ce que vous savez que le Rwanda, c'est une dictature? C'est un État même qui, par certains aspects, a vis-à-vis de ses voisins des approches mafieuses. Mais il a la particularité que quand ils arrivent maintenant dans la gestion de ces ressources internes, mais la rigueur qu'il y a dans cette gestion-là, surtout qu'ils sont conscients qu'ils n'ont rien comme ressources du sous-sol, et ils ont une vision de devenir le Singapour local, ça fait en sorte que ils sont classés même devant toutes les plus grandes puissances en termes de rigueur de gestion. Vous pouvez être pauvre, mais vous êtes bon gestionnaire. Vous pouvez être pauvre, vous pouvez être propre. Vous pouvez être propre, vous pouvez aimer votre population. Donc il y a des indicateurs aussi qui favorisent et qui accélèrent le développement, qui n'ont rien à voir avec le financement. C'est quoi je vais vous dire que peut-être la première cause, c'est à la tête de nos États, à la tête de ces administrations, ces bureaucraties, c'est une élite. Bon, le mot est compréhensible. Peut-être qu'il faut qu'on utilise une expression camerounaise, mais une élite parasitaire, une élite qui ne transforme pas, une élite sans ambition, une élite jouissive, une élite qui a démissionné. Parce que, moi j'en ai terminé et je lance une pique à mon frère, le grand frère Kelvé. Mais à quoi sert d'avoir étudié dans les académies russes, dans les académies américaines, et venir nous prêcher le défaitisme ici? Sauf si c'est ça qu'il a appris là-bas. Ce que Franck oublie, je suis quand même titulaire de plusieurs inventions made in Cameroun. Oui, et c'est en politique que vous êtes maintenant de prendre le relais. Vous êtes politique, mais faites c'est en politique que vous êtes de prendre le relais. Moi, j'ai des inventions. J'ai des inventions. Non, mais donc, je mets mon know-how à disposition. Non, ce que nous disons, c'est que... Et ça, je peux témoigner. Voilà, merci Duval. Ce que nous disons, c'est que il faut donc être focalisé sur les possibilités et les transformer en réalité. Merci pour ça. Est-ce qu'il est possible que cette Afrique aujourd'hui, demain, à court ou à moyen terme, soit en mesure de parler d'une voix qui compte lorsqu'on aura des crises comme celle qu'on a en Ukraine? Parce qu'aujourd'hui, on a fait le constat sur le plateau. Les positions africaines sont mitigées ou ça n'existe pas. Est-ce qu'on est capable de construire une Afrique qui, dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, pourra prendre clairement position dans une crise, au point où, quand Poutine va aller agresser l'Ukraine, qu'il soit attentif aux mots qui viennent du continent africain? Non, les mots ne remplacent pas les armes. Bon. Il faut dire les choses. Bon, mais, oui, les mots ne remplacent pas les armes. Il a la bombe atomique, ça impose le respect. Mais je vais dire 2 ou 3 choses. Je voudrais que quand même nous faisons attention en tant qu'Africains. Prenez ce qui s'est passé en Libye, ce qui s'est passé en Irak. À aucun moment, la Russie n'a mis son veto sur les décisions qui savaient que ça avait entraîné la chute du monde. Je voulais quand même rappeler ça. C'est-à-dire qu'ils avaient la capacité de mettre le veto. Les gars passeraient outre. En tant que membre, oui, membre permanent du Conseil de sécurité. Ils passeraient outre, mais ça serait qu'ils passeraient sur le veto russe. Moi, je veux dire ça. Ils vont dire qu'en Libye, ils ont été trompés. Non, mais la résolution dans l'application n'a pas été. Non, ils savaient. Ils savaient. En Côte d'Ivoire aussi. Ils savaient en Côte d'Ivoire aussi. Ils savaient. Non, c'est-à-dire que. Et je voulais dire quand même, vous savez, le Pan-Africain, il y avait les Patmos, le Dubois, tout ça. C'est pas des Africains. Et Patmos raconte une histoire sur la révolution russe. Parce qu'il y a eu, à la fin des années 20, une crise entre Trotsky et Lénine. Trotsky était pour la révolution dans le monde. Et Lénine a fondé un empire soviétique. Et c'est pour ça que Patmos, Africa Movement, disait ça. Il est très dur. C'est Staline et Trotsky. Non. Ça a commencé avec Lénine, mais voilà, c'est avec Staline.
Et il est très dur Trotsky, pour dire que moi, je suis de ceux qui pensent que mon avenir n'appartient pas aux autres. Chacun dans la scène internationale cherche ses intérêts. Ses intérêts. La Russie lutte pour ses intérêts. Tout à fait. La France lutte pour ses... Moi, Sauf qu'elle est provoquée dans ses intérêts. Enfin, je ne sais pas, je ne suis pas sûr. Qu'est-ce qu'à défendre la Russie? Non, je ne suis pas sûr. Moi, j'ai dit que la Russie ne s'est pas montrée dans beaucoup de domaines le meilleur compagnon de l'Afrique, ni en Côte d'Ivoire, ni en Libye. Ça, c'est un fait. Si elle avait dit qu'elle était panafricaine, elle aurait dû mettre son veto pour la Côte d'Ivoire, mettre son veto pour la Libye. Mais en Yougoslavie, ça a été fait. Oui, Ça, mais c'est l'Europe. non, ça c'est l'Europe. Ça, c'est l'Europe. Je parle de, moi, je parle C'est un d'Afrique. grand qu'on a là. Attends, moi je parle d'Afrique. Je voulais, s'il vous plaît, j'embraye. Donc moi c'est pour montrer que quand on commence à prendre quelqu'un comme un sauveur, ça débouche souvent sur les monstres. La deuxième chose que je voulais dire aussi, c'est que la construction de l'espace politique africain signifie quoi? Nous avons hérité des États qu'on nous a imposés, des frontières qu'on nous a imposées. C'est-à-dire que quand vous prenez le Cameroun, il y a des Moudang au Tchad, des Moudang au Cameroun. Le chef des Moudang, c'est à l'arrêt au Tchad. Hein? Les Bayas au Cameroun comme en Centrafrique. Mon ami, j'ai un ami qui est son grand frère gabonais et lui il est camerounais. Donc on a des raisons évidentes pour construire un espace politique différent de ce que la colonisation nous a donné. Pour ça, il faut changer le logiciel dans notre tête. Il faut même commencer à reconstituer notre histoire, le dire, l'enseigner, pour dire que nous ne pouvons pas commencer à sortir de ça. Si différents. Oui, pour des choses qui ont été imposées. Ça peut être déjà un déclic pour qu'on comprenne que, je vous donne un exemple, pendant le temps de directeur général d'Ecobank, c'était un Nigérian, mais c'est un Camerounais. Hein? Donc, pour dire que on peut construire, on a des raisons évidentes pour construire des espaces politiques plus grands en Afrique. C'est ainsi bien qu'on quitte de devenir des sous-préfets, sous-préfets des puissances impériales pour bâtir des vrais projets politiques africains. Et ça, c'est possible. Une des choses que je trouve sur l'Africain, c'est qu'on est trop défaitiste. Or, je vous dis que l'histoire n'est jamais écrite d'avance. Elle n'est jamais écrite d'avance. Vous comprenez? Quand je lisais un texte sur ce qui s'est passé en Algérie, quand les événements d'Algérie commencent, le journal français écrit quoi? En 2 jours, on va éradiquer, on va mater, on va mater tout ça. On va finir avec le FLN. Tout ça. Et c'est le même journal qui dit que, qui se désenchante quelques temps après. Pour dire que l'histoire des même des faibles, souvent la victoire des faibles, prenez ce qui s'est passé en Vietnam. Donc, pour dire quoi? Moi, je ne suis pas de ceux qui enseignent à mes enfants le défaitisme. Je dis que c'est possible. Il faut seulement garder l'esprit vigilant, avoir l'esprit ouvert, garder l'esprit de où se trouvent mes intérêts. Le jour où les conditions seront favorables, ces intérêts-là vont, si je les connais déjà, et je vais les émerger et les défendre. Voilà un peu ce que je voulais dire. Serge-Henri Kelbert, on va sortir l'émission dans quelques minutes sur la crise ukrainienne. Quelles sont, ça c'est pour sortir, d'être une sorte de conclusion, d'abord sur le sujet, et ensuite, quels sont les différents scénarios envisageables au regard de la manière dont les choses sont en train d'évoluer? Oui, déjà, je voudrais faire remarquer que cette crise nous démontre à quel point l'Europe dite civilisée est une dictature. Dans la mesure où vous ne pouvez pas m'expliquer que pour des raisons économiques, on suspend des médias, que ce soit Russia Today ou Sputnik. C'est-à-dire, l'Europe muselle les journalistes. C'est du jamais vu, même pendant la Deuxième Guerre mondiale. La Russie a commencé avant. Et donc, On a commencé avant. Et donc, la Russie fait ce qu'on appelle... commencé avant. Non, écoutez, monsieur Kam, c'est juste pour vous dire que Moscou fait ce qu'on appelle la réciprocité des faits. Pour continuer, Duval, le scénario que moi je prévois, déjà cette guerre sera longue. Plus longue qu'on ne le pense, parce que nous allons vers... Nous sommes déjà dans une 3e guerre mondiale économique. Il y a au moins une trentaine de pays qui ont pris des mesures contre Moscou. Une trentaine de pays. Parmi ces pays, certains, au-delà de l'économie, sont en train de fournir des armes à l'Ukraine, comme si nous sommes dans une guerre froide. Or, ça dépasse l'action d'une guerre froide, parce qu'il est question que ces armes
arrive sur le territoire ukrainien coûte que vaille. Ça veut donc dire que des forces étrangères vont pénétrer en Ukraine pour affronter des forces russes. Et ces forces étrangères sont une trentaine de pays. Ça veut donc dire quoi? Les Africains, comme nous avons raté le coach de la Covid, que nous aurons pris à notre compte, doivent normalement se mettre en mode business. Je parlais tout à l'heure de l'Algérie, qui va faire partie, n'est-ce pas, des pays qui vont essayer de réduire le déficit énergétique que connaît l'Europe, l'Allemagne, l'Italie, qui sont des grands consommateurs du gaz et du pétrole russe. Il faut aussi comprendre que la Russie, de par sa grandeur, a été suspendue, n'est-ce pas, sa compagnie aérienne a été suspendue par 27 pays de son espace aérien, et que ces pays-là doivent aussi traverser l'espace russe pour aller en Chine et au Japon. Ça veut donc dire qu'ils doivent contourner, n'est-ce pas, l'espace russe, plus de carburant, plus de temps de vol, ainsi de suite. Je voudrais aussi faire remarquer que sur 100% des sanctions que prenne l'Europe contre la Russie, 30% leur revient sur la figure. Plusieurs entreprises européennes sont installées à Moscou, italiennes, françaises, allemandes, et qui perdent un marché. Cela étant, pour sortir de là, le président Poutine reste ouvert à toute forme de négociation, mais la condition sine qua non est que soit l'Ukraine deviendra un pays neutre, comme la Suisse. Ça aurait été plus intelligent pour le président Zelensky d'accepter cela au départ, il y aurait eu moins de casse. Soit la Russie ira chercher l'enclave de Kaliningrad et va enclencher une guerre plus importante, parce que entre l'Ukraine et Kaliningrad, vous avez la Pologne et vous avez la Lettonie. Donc, pour ma part, les pays africains doivent le droit de passer à travers le corridor polonais. Claire, pour les pays africains, nous devons nous préparer à recevoir une hausse des prix à partir du blé ou du soja. Et ce sera l'objet de parce que la Russie est le premier producteur de blé dans sur le les monde. implications économiques de cette guerre en Ukraine sur le continent africain. On a sorti l'émission, Yoakan Kimo. Si on s'achemine vers une troisième guerre mondiale, cela veut dire que forcément, on va être impliqués, nous, Africains. Avant d'y répondre, je voudrais que vous me permettiez de faire un rectificatif relatif aux affirmations de M. Kalbé. La première chose que je voudrais qu'il puisse ancrer ça dans son esprit, c'est que la Russie est une puissance continentale, pas maritime. Et le fait que la Russie soit engagée mordicus en Syrie, c'est parce que la Russie a une base navale en Syrie pour la Méditerranée. Et il était hors de question que la Russie se soit privée de cela. C'est une parenthèse. Pour revenir à cette question, on a beau dire tout ce que nous pouvons dire. L'Afrique ne peut réfléchir pour l'Afrique qu'à partir de ses leaders. Comme a dit mon vis-à-vis, et ces leaders ne doivent avoir qu'une seule chose dans la tête, les intérêts du continent pour les Africains, pour le présent, pour le futur. Et ce n'est que la seule condition que l'Afrique puisse tirer son épingle du jeu, quelle que soit la situation des relations internationales qui se posera. Les Africains ont tout intérêt à poser des questions qui vaillent la peine. Qu'est-ce que nous pouvons avoir comme avantage dans ce qui se produit actuellement au-delà du continent africain et pour l'intérêt des Africains? C'est le nœud de tout ce qui peut nous permettre demain d'évoluer, sans quoi l'Afrique restera toujours à la traîne. Et pour finir, je suis un peu au regret de constater que sur ce plateau, ce que nous décrions se produit. M. Kelbé est pour moi une illustration parfaite de ces Africains qui souffrent d'un complexe de colonisés, lequel complexe est à la base de ce que nous avons aujourd'hui comme frein pour une auto-émancipation, une auto-affirmation et une auto-réalisation de tout ce qui peut permettre à l'Afrique d'émerger.
Oh, mais je ne suis pas d'accord. Une seconde, je voudrais dire que... Est-ce que Non, permettez une que seconde. Non, une seconde, Duval. Vous allez répondre. Juste pour dire Non, vous allez répondre, vous allez répondre. Je vais me permettre de répondre. Moi, je pense que monsieur, donc, il faut respecter son vis-à-vis. Non, je prends les faits. C'est à son habitude. Je prends les faits. Je prends les faits. Permettez, allez-y. C'est à prends son les faits. habitude. Moi, C'est à à mon son avis, habitude. je prends les faits. Avoir un point de divergence ou un point ne permet pas de faire une psychanalyse à 5 francs. Non, c'est à votre habitude. Il dit qu'il est complexé. Moi, je ne suis pas d'accord. Je pense qu'on peut avoir des points de vue différents, on peut avoir des... Mais on ne peut pas arriver à trouver une psychanalyse. Bon, vous l'avez déjà psychanalysé et décomplexé. Non, Voilà, c'est la précision que je voulais faire. Heureusement que vous l'avez faite, professeur. Donc, on ne va pas revenir là-dessus. Et si c'était pour répondre, je crois que Non, c'est pas pour répondre. Ah, d'accord. C'est juste pour ajouter un peu de la braise à quelque sa chose. Ou non, en fait, Franck, s'il te plaît. Moi, je pense que l'Afrique doit regarder le rapport de force. Oui. Mon rêve, c'est de revoir le Cameroun fabriquer des bicyclettes, fabriquer des motos, fabriquer des voitures et peut-être des camions. Un jour, nous fabriquerons des avions. Tant que nous n'avons pas atteint ce niveau d'industrialisation, il ne faut pas rêver. Continuons à vendre nos matières premières, à construire nos buildings, nos barrages, à goudronner nos routes et à construire des hôpitaux. Il va falloir que l'Afrique dont vous rêviez, parce que vous êtes un rêveur, monsieur. Tout commence Vous par ne le rêve. fabriquez même pas une bicyclette. Tout commence par le rêve. Non, mais attendez, nous c'est la commence par le réalité. rêve. Il faut fabriquer une bicyclette, une voiture made in Cameroun, made in Africa, qu'on puisse faire du chemin de fer de nos propres ressources. Pourquoi? Parce que nous avons tout sous le sol. Installons des hauts fourneaux. Là, c'est l'ingénieur qui parle. Okay. Et j'estime que nous pourrions avoir du potentiel. Et comme Franck le disait, peut-être tout dépendra des politiques. Mais pour l'instant, plus que nous faisons face à une Le situation... rapport de force nous est défavorable. Le rapport du sport Merci. nous est Parce que nous défavorable. l'avons accepté. Nous ne pouvons qu'être un Nous pays avons non accepté. aligné. Nous savons Il faut que sachez accepter. que vous, votre époque, elle est passée. Hein. Il faut nous Franck laisser rêver. Franck Essi, lorsqu'il a parlé Sankara a Serge, construit tout à 40 l'heure, kilomètres de de route l'Algérie, sans j'ai cru qu'il devait parler d'une Afrique qui devient un atelier dans la fabrication d'un certain nombre de choses dont on aurait besoin en Ukraine ou en Russie aujourd'hui. Donc c'est pour vous rigoler un peu. L'Afrique du Sud l'est déjà. Non. Franck À Essi, moindre mesure. Oui, Moindre non. mesure. Moi j'ai deux éléments. Le premier élément, sur la situation actuelle, moi je pense que il faut gérer les urgences. Je rappelle que pour les Africains, c'est d'abord analyser, observer, regarder cette situation sous le prisme de nos intérêts, en ayant à l'esprit l'histoire de nos souffrances et la conscience des mécanismes actuels de domination divers que cette puissance se déploie chez nous. La deuxième chose, c'est de venir rapidement au secours de nos frères et sœurs qui sont là-bas. On estime à 76 000 Africains qui sont là-bas pour étudier ou pour travailler. Et leur apporter toute l'assistance parce que ce n'est pas normal qu'ils continuent à subir le mépris et le traitement de seconde zone qu'on observe là-bas. La troisième chose, c'est de rapidement parer aux conséquences économiques qui vont déboucher de cette situation. Moi, je serais intéressé par des réunions à l'intérieur des pays, des réunions à l'échelle sous-régionale et continentale pour compenser les impacts, par exemple, de cette affaire de la hausse du prix du blé, du déficit d'approvisionnement, parce que rappelez-vous que si le pain, si les biens de première nécessité augmentent, on risque une déflagration sociale. Et on sait bien sûr que par rapport au carburant, les pays africains ne sont pas situés à la même enseigne. Entre les pays qui sont producteurs de pétrole, ils vont en bénéficier, mais ceux qui ne sont pas producteurs vont en souffrir. Donc je crois qu'il faut, si on veut parler, l'unité doit se manifester sur les stratégies de solidarité à l'échelle continentale. Et maintenant, il faut défendre une certaine politique à l'échelle internationale. Une politique de non-alignement ferme, forcenée, une politique de promotion, de respect des souverainetés, promouvoir le respect du droit international et surtout de la construction d'un ordre international qui respecte la diversité des régimes, des cultures, des peuples, etc. Maintenant, enfin, pour arriver à faire tout ça, il y a un travail de longue haleine qui doit se poursuivre, qui a été commencé par ce que j'appelle les ancêtres de l'avenir, c'est-à-dire toutes ces figures qui ont ouvert le chemin des libérations des peuples africains et que nous devons consolider. Et c'est 4 chantiers au moins, je ne vais pas être long. Le renouvellement du leadership. À leadership constant, on n'y arrive pas. Donc, ces potentats, ces gars qui s'accrochent, qui sont des voleurs et qui sont à la tête des États africains, ce n'est pas avec eux qu'il faut faire ça. La deuxième chose, c'est la construction d'une société civile outillée, imprégnée des enjeux et active. Et par société civile, ce n'est pas simplement les ONG des droits de l'homme, etc. Mais c'est l'ensemble des corporations
qui doivent se politiser et agir pour le destin. Parce que si on continue à attendre simplement que le changement en Afrique vienne des leaders politiques, on ne va pas y arriver. La troisième chose, c'est bâtir l'opinion publique qui soit conscient des enjeux, conscient des valeurs et conscient du projet. Moi qui travaille un peu avec l'Union africaine, j'ai rarement trouvé même des gens instruits qui connaissent même les objectifs de l'Union africaine. Qui peut vous citer sur les 7 points de l'agenda 2063, plus de 2. Et la majorité ne cite même pas un. Donc c'est un problème pour l'Union africaine même de voir ces politiques être appliquées. Et enfin, moi je crois qu'il faut des meilleurs systèmes de gouvernance qui permettent de résoudre ce que j'appelle le triptyque du malheur. C'est-à-dire que pauvreté, pouvoir et, comment je vais dire ça, et la guerre. Parce que c'est parce que on est pauvre qu'on croit que le pouvoir est le seul moyen de contrôler les richesses. Et c'est comme ça qu'on se bat toujours pour contrôler les États et ne pas être les parents pauvres de la distribution des richesses nationales. Ça pour sortir. Oui, je suis d'accord avec la plupart de ce qui a été dit. Je voulais juste soulever 2 points. Premièrement, quand vous faites la comparaison entre l'Union africaine et l'Union européenne, n'entre pas l'Union européenne qui veut. C'est un nombre de critères à remplir pour devenir membre de l'Union européenne. Chez nous, c'est un faux tout. C'est le cas de l'Ukraine. L'Ukraine même n'arrive pas à entrer. Oui, c'est un faux tout. La conséquence, vous ne pouvez pas demander à un Kaban d'Ali Baba de définir. Moi, à mon avis, il faut dire les choses telles qu'elles sont. On copie sans comprendre. L'Union européenne, il y a pas mal de dossiers de justice. C'est une vingtaine de chapitres. Pourtant, lorsqu'on a mis en place l'Union africaine, on a voulu copier ça sur le modèle européen. Mais M. Konaré, qui a voulu mettre ça en avant, l'a chassé. Vous savez, Konaré, là, on a dit, on est habitué à notre désordre. Oui, donc, pour moi, l'Union africaine n'a pas de place, à moins de faire à l'état actuel. Si on veut bâtir l'Afrique, ce n'est pas avec des choses. Il faut avoir des valeurs, il faut avoir des critères, ainsi de suite. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que je voulais dire aussi, c'est que y a eu ce qu'on appelle le Conseil de Cotonou. Se vêtir, se loger, se nourrir, se soigner et s'instruire, qui sont les 5 pôles qui font émerger simplement. Donc, si nous voulons faire des projets qui permettent à l'Afrique de... Il faut qu'en plus du domaine politique sur lequel on a beaucoup parlé, c'est sur ces bases-là. C'est-à-dire, on ne peut pas venir... je dis... Besoins fondamentaux. Oui, ce sont les besoins fondamentaux de chaque population. C'est-à-dire, se nourrir, c'est le plus simple. Se vêtir, se loger, se soigner, s'instruire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de politique africaine aujourd'hui si on ne pense pas à ça. On peut, en pensant à la puissance demain, commencer même à avoir la puissance intellectuelle. J'ai été surpris une fois quand j'ai travaillé à Dakar. Si vous regardez dans les relations internationales, les Sénégalais sont partout. Ils ont mis une politique de vendre la matière grise dans toutes les relations internationales. On peut le faire. Il y a des politiques où on peut dire, bon, nous on n'a pas l'argent pour faire ceci, mais on peut commencer à vendre. Non, les Camerounais le font, que ce soit à la NASA, que ce soit chez BMW, en Allemagne, vous allez trouver plusieurs Camerounais. Non, je parle d'une politique nationale. Je dis que dans les organisations internationales, ce sont des initiatives individuelles. Oui, je ne dis pas. Au Sénégal, c'est une politique. Madame Savane était directrice africaine de la FINIAP. C'était l'opposant comme la FONDI aujourd'hui. Mais le Sénégal a soutenu sa candidature pour être directrice africaine de la FINIAP. Donc, je ne parle pas de politique d'État, je ne dis pas des individus qui sont partout. Voilà. Donc, je dis, on peut... Ça regorge la diplomatie. Voilà. Oui, c'est ce que je dis. C'est-à-dire qu'on peut penser le monde en se basant sur ces 5 priorités-là et penser notre société. Si les gens sont bien nourris, ils vont être mieux élevés. Et si on a de l'eau pour ça, on ne peut pas mourir de choléra. Voilà. Imaginez-vous en 2022, on meurt de choléra. Voilà. Donc, il faut penser notre avenir sur des choses qui sont simples, qui sont praticables, qui permettent de s'en sortir. Et après ça, maintenant, on pourra voir comment ça... Voilà un peu ce que je voulais dire. Merci, messieurs, d'être venus sur ce plateau. Merci infiniment à vous, Franck, ici, d'être venus sur ce plateau pour échanger avec nous. Je rappelle que vous êtes homme politique et vous êtes secrétaire général du CPPIS, le Cameroun People Party. Merci à vous, Grégoire Kankimo, d'avoir accepté de venir échanger avec nous. Vous êtes enseignant, consultant en relations internationales. Merci au professeur Emmanuel Tunchoa d'être là. Vous êtes historien. Merci également à vous, Serge-Henri Kelbé. Vous êtes homme politique, mais j'ai voulu vous présenter ce soir comme russophile. Et vous l'avez bien affirmé, j'ai failli dire assumer cette casquette sur ce plateau ce soir. Merci à vous, madame, messieurs, d'avoir regardé cette autre livraison de Centre Seul Débat. Merci. Bonsoir chez vous. Bonsoir. Mais vous êtes venu faire la fête.